Vous écoutez le podcast de la formation. Le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Nous avons reçu et nous recevons beaucoup de questions sur le podcast autour des expériences d'apprentissage. Vous me direz, c'est normal quand même, c'est le but de ce podcast, partager des expériences de terrain qui marchent. Pour répondre à ces questions, j'aimerais tout au long de cet épisode partager avec vous, que vous soyez concepteur pédagogique, formateur ou formatrice, la pierre angulaire de toute conception d'expérience d'apprentissage, qu'on appelle le LXD. Pour ce faire, Séverine, notre CEO, a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses avec moi. Bonjour Séverine. Bonjour Laurent. Allez, on commence. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vas-y. Première question. Qu'est-ce que le LXD ? Alors, le LXD, c'est Learning Experience Design. C'est un processus de création d'expériences d'apprentissage qui permet à l'apprenant d'atteindre le résultat d'apprentissage souhaité d'une manière centrée sur l'humain et axée sur les objectifs. Ok, On super. pourrait dire on pourrait dire que la grande différence avec ce qu'on connaît habituellement, c'est que là, on n'est pas non plus centré sur le contenu de la formation, auto-centré en tant que concepteur, mais réellement totalement centré sur l'apprenant. Voilà un peu la définition. Et du coup, ça va nous permettre de créer des expériences dans lesquelles, on va dire entre guillemets, l'apprenant va se reconnaître. Voilà. Ok, c'est plus clair. Oui. Et bien alors, du coup, toi, comment t'en es venu à cette pratique ? Parce que bon, t'es quand même plutôt un expert en ingénierie de formation. Oui, tout à fait, hein. Moi, c'est vraiment mon expertise, hein, c'est-à-dire analyser de façon systémique des situations et créer des formations pour permettre aux gens d'apprendre. Ça a commencé en 2015 quand je commençais à intervenir sur des groupes de FPA. Hein. J'avais devant moi une tâche qui me paraissait quand même assez importante, avec beaucoup de contenu à faire passer. Donc, naturellement, sortant de formation moi-même, je me suis orienté sur le contenu et le partage de contenu. Qui plus est, je suis parti de mes représentations qui venaient de l'expérience que j'avais vécue moi en tant que FPA. Et du coup, très vite, je me suis rendu compte que mes représentations, c'était pas du tout celles des apprenants que j'avais en face de moi. Du coup, ça a créé quoi ? Je me suis trouvé vite à galérer, c'est-à-dire que c'était un petit peu, tu vois, des monologues, quoi. Je leur amenais des trucs, mais en face de moi, il se passait rien, quoi. J'avais l'impression de tout le temps porter le groupe, tu sais, de allez, suivez-moi, on va faire ci, on va faire ça, tu sais, toujours cette situation où c'est moi qui porte la dynamique du groupe. Et du coup, je me suis très vite épuisé, là, mais vraiment physiquement épuisé. Et puis là est venu quand même un temps très rapide. Je te parle ça sur 7-8 jours. Hein. Là, je me suis posé la question, j'enseigne, apprennent-ils ou pas? Et là, la réponse, c'était clairement, c'est compliqué pour la majorité du groupe. Donc là, j'ai pratiqué ce qu'on appelle une analyse de pratique, une analyse réflexive sur ma pratique. Et j'avais conscience que ce que je proposais était pas bon, mais j'avais pas forcément d'idée de comment fallait le changer en vrai. Par contre, ce que je me suis dit tout de suite, c'est que ça va pas durer longtemps l'histoire là. Il faut que je change radicalement parce que soit je vais les perdre, soit je vais m'y perdre. Et du coup, j'ai décidé de mettre en place une stratégie d'expérience d'apprentissage, mais j'y reviendrai un peu en détail un peu plus tard, si tu veux bien, sur cette partie-là.
Et puis après, en 2018, j'ai eu en charge la conception d'un dispositif labellisé Grande École du numérique en tant qu'ingénieur pédagogique. Donc j'avais en charge la conception de tout le dispositif. Et là, qu'est-ce qui se passait? J'avais 4 métiers du digital, web designer, développeur web, infographiste, metteur en page et community manager. J'avais ces 4 métiers euh, enfin, ces 4 formations sur ces 4 métiers à construire euh, avec une dimension de tuilage, c'est-à-dire essayer de repérer quels étaient les espaces communs entre ces différents besoins de formation et comment on pouvait optimiser le besoin en main-d'œuvre en se disant que, par exemple, quand on allait parler de l'image en tant que telle, ça allait servir à 3 ou 4 métiers à la fois. Donc j'avais ce besoin de tuilage, de bien comprendre ce qui se passait. Et là, j'ai très vite été confronté à quelque chose auquel j'avais jamais été confronté. J'allais construire une formation, enfin, notamment 4 formations pour des métiers que je connaissais pas en vrai. Je savais de quoi ça parlait, mais c'était vraiment succinct. Donc, pour ce faire, j'ai vu avec 2 experts métiers, et, enfin, surtout avec un. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'expliques ce qui se passe. J'ai besoin de savoir, moi, quelles sont les tâches successives à réaliser de façon chronologique pour construire la compétence. Et là, on est parti dans un travail de conception où on a détaillé sur une ligne de temps quelles étaient les activités à réaliser. Et là, déjà, on n'était plus sur le contenu, on était sur des activités à faire. Faire le benchmarking, je sais pas moi, développer du CSS, etc., etc. Donc, on n'était plus du contenu, mais de l'activité. Il fallait faire quelque chose. Et donc, très très vite, là, j'ai réfléchi, mais j'ai dit, mais moi, pour que je comprenne, je vais faire comme si j'étais un développeur, par exemple. Et je veux que tu m'expliques, comme si j'étais un développeur, ce que je vais faire. Et là, ça a été le tilt. Là je me suis dit, moi, j'ai besoin de m'immerger pour comprendre, et puis pour aussi apprendre ce qu'il était, sans rentrer dans les détails, moi, de l'apprentissage. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose pour les apprenants. Si je veux qu'ils comprennent, si je veux qu'ils apprennent, il faut les mettre dans la même situation. Et là, j'étais face à des gens qui avaient tous des agences de com en face de moi, et je leur ai dit, on va construire une agence de com. Et dans cette agence de com, les collaborateurs, ça sera les apprenants. Et puis, vous, les formateurs, vous serez les chefs de projet et vous piloterez. Et puis, comme on est une agence de com, il nous fallait des clients. Comme c'était des agences de com qui avaient des clients, ils ont accepté de jouer le jeu. Et les clients, c'était leurs vrais clients issus de leurs entreprises. Voilà, qui ont expliqué que le temps d'apprentissage, le temps de réalisation est un peu plus long. Puis les gens qui voulaient jouer le jeu, voilà, ils ont joué le jeu, puis ça s'est super bien passé. Donc là, ça a été vraiment là le déclic. Ça a été de construire une agence de com avec des gens qui sont community, développeurs, web designers et infographistes dans une agence de com au service d'un projet client. Voilà. Et là, c'était une immersion totale. Voilà. L'expérience, entre guillemets, la vraie vie, quoi. Mais Voilà. oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Mais alors, du coup, j'ai envie quand même de revenir sur ce fameux LXD. Ouais. Comment on conçoit une expérience d'apprentissage réussie avec ce LXD? Pour moi, il y a une clé d'entrée qui est principale, c'est la centration sur l'apprenant. Alors, ça veut dire quoi la centration sur l'apprenant? Ça veut dire que il faut qu'on sache absolument tout de qui est l'apprenant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut faire? De quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il aime? Il faut qu'on le cartographie avec beaucoup de précision, de manière à comprendre quelles sont ses émotions, quelles sont ses peurs, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Et la clé pour une expérience d'apprentissage réussie, c'est la connaissance et la centration sur cet apprenant. C'est de là que tout va partir. Les contenus, on les a. Il n'y a pas de pénurie de contenu. Moi, quand j'accompagne des concepteurs pédagogiques, j'ai jamais de dispositif où j'ai pas de contenu. J'ai des dispositifs où j'ai pas des objectifs mal définis. J'ai des dispositifs où la progression pédagogique est catastrophique, mais où les expériences sont inexistantes, mais j'ai toujours des contenus. Ça, les contenus, en vérité, je me dis, vu que j'en ai tout le temps, que je serai sûr d'en avoir, je m'embête pas avec ça, je les trouverai quoi qu'il arrive. Donc voilà un petit peu, vraiment la
capacité de réussir, c'est cette centration sur l'apprenant. On est vraiment autour de lui, autour de ce qui va se passer pour lui. Voilà. Et oui, mais maintenant que tu le dis, Et oui. une évidence. Mais alors, du coup, cet apprenant-là, comment tu vas l'impliquer dans ton expérience de formation grâce au LXD? Alors, si tu veux lui faire vivre une expérience d'apprentissage, il faut que là, tu retrouves un des fondamentaux de ton métier de formateur, qui est de créer un espace d'apprentissage qui a du sens pour que l'apprenant puisse apprendre. Et qu'est-ce que c'est qu'un espace qui a du sens? C'est très facile. Moi, les gens qui veulent être développeurs, tu vois, je leur dis, ça y est, vous êtes développeur. Et c'est pas dans un an, c'est pas dans 8 mois, c'est maintenant. Vous êtes développeur, vous êtes dans une agence de com. Donc, en gros, vous enfilez le costard et on y va. Et du coup, dès le début, je leur fais vivre la vie future désirée, ce qu'ils veulent faire. Quand les gens viennent en formation, ils veulent pas se former, hein. Ça, je l'ai expliqué maintes et maintes fois à différents centres de formation qui vendent de la formation. Les gens, ils veulent pas acheter de la formation, ils veulent pas se former. Les gens, ils veulent acheter un changement pour leur vie, pour quelque chose qu'ils veulent atteindre, qui leur fait plaisir. Si on demande à un jeune développeur de 23-24 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux venir nous voir? Jamais il va me dire, parce que Laurent, tu fais des formations, elles sont trop fortes et je veux suivre tes formations, c'est formidable. Jamais il dira ça. Moi, il me dit, ouais, écoute, moi j'en ai marre, mes parents, je les supporte plus. Je veux prendre un appart. Pour prendre un appart, il me faut des sous. Pour avoir des sous, écoute, j'ai envie d'apprendre un métier qui a de l'avenir. Celui-là me plaît bien. Et voilà, je veux devenir développeur web. Et c'est ça qu'il veut. Lui, il veut pas se former. Donc tout ce que je vais lui proposer pour le former, il s'en fout. Lui, ce qu'il va me dire, c'est comment va être mon futur. Eh bien moi, mon rôle, la capacité que je vais avoir pour l'impliquer, c'est de lui dire, viens, on va vivre ta vie. Et là, j'utilise des méthodes qui viennent de ce qu'on appelle en anglais le future pacing, ce qui consiste à les projeter tout de suite dans le futur vers ce qu'ils désirent, en vivant des expériences immersives et des situations réelles, puisque du coup, c'est la vraie vie là qu'ils vont vivre, tu vois. Eh oui, oui, je vois, effectivement. Et oui. Mais alors, du coup, l'autre question qui me vient après, c'est quelles sont les disciplines et puis les principes nécessaires qui vont pour concevoir ces expériences d'apprentissage, mais en gardant de la qualité, évidemment. Ouais. Écoute, là, il y a vraiment de multiples éléments, hein. Pour être un peu précis, je vais te dire que Mhm. la conception de l'expérience d'apprentissage, elle est vraiment enracinée dans une combinaison de plusieurs disciplines de conception avec le domaine d'apprentissage. Tu vois, il y a vraiment deux éléments. Et dans les principes de conception clés qu'on va utiliser dans le LXD, on va utiliser par exemple la conception d'interaction, c'est-à-dire comment je fais en sorte que les gens interagissent. Par exemple, comment je vais créer des interactions entre apprenants, ce qu'on va appeler la pédagogie, hein, qui aujourd'hui est quand même bien mise en évidence dans la réussite des apprentissages, hein, l'échange entre pairs, hein, mobiliser la capacité qu'ils interagissent entre eux, la capacité d'interaction avec le formateur aussi, hein, le formateur est un élément important du dispositif, la capacité d'interaction avec le milieu et l'environnement. À un moment donné, je vais me positionner dans une salle de réunion. Je viens écouter, transmettre mes messages. Voilà, les éléments d'interaction. Après, il y a tout ce qui est la conception de l'expérience utilisateur. Alors là, on va utiliser des connaissances qui viennent des métiers du web, où on définit plus facilement ce qui s'appelle l'UX, hein, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. C'est comment celui qui vit l'action la vit le mieux possible. Comment moi je lui propose des expériences réelles qui vont l'impliquer. C'est ça. Donc ça, c'est la conception d'expérience utilisateur pour que ce soit à la fois pour lui facile, ludique, engageant, etc., etc. Et puis après, il y a la conception même de l'expérience, c'est-à-dire comment on va imaginer ce que l'on doit mettre en œuvre, quelle expérience je vais leur faire vivre, enfin, dans quel contexte, avec quels objectifs, pourquoi je leur fais faire ça, hein. Mhm. Voilà un petit peu cette dimension de conception d'expérience.
Après, il y a un autre élément qui est hyper important pour nous, qui s'appelle la conception graphique. La conception graphique, on va beaucoup utiliser aujourd'hui des dimensions de blended learning. Il faut que dans les documents qu'on transmette, la dimension de la conception graphique soit parfaite. C'est-à-dire que on a des dimensions de contraste, on a des dimensions d'accessibilité, on a des dimensions de priorisation du message. On doit utiliser, et là ça nous est bien utile, nous, le métier d'infographiste metteur en page, parce que là cet infographiste, lui, il va concevoir des messages clés, des messages faciles à retenir, des choses pas surchargées, et on a pu nous voir que de faire des infographies, par exemple, ça, en résumé, ou de faire réaliser des infographies en résumé, ça aide beaucoup à maintenir la connaissance et puis la mémorisation, les éléments de mémorisation. Voilà. Et puis il y a aussi autre chose qui est géniale, c'est la partie de la conception de jeu. Alors, jeu, pas au sens on fait une partie de cartes, mais jeu au sens on est des acteurs d'une partie. Alors, on définit les règles de la partie. Alors, on va faire quoi? La partie, nous, c'est le contexte, c'est l'agence de com. Et puis, tu as un rôle, tu as un jeu de rôle. Tu joues le chef de projet, tu joues le concepteur web, tu joues le web designer, etc. Et là, tu as une dimension très impliquante du jeu. Parce que dans cette espèce de projection où on se prend un peu, comme si on avait un peu un avatar, on va se permettre des choses que naturellement on ne ferait pas. On se mettrait pas en avant, on prendrait pas la parole. Or là, dans la dimension du jeu, une espèce de libération là qui fait que ah ben oui, je joue le jeu quoi, je joue le jeu. Et ça c'est assez marrant. Et en plus c'est très impliquant. On a tout le monde qui joue. Là. C'est assez sympa. Donc tu vois, je te parlais un petit peu de cette dimension des disciplines, un peu de conception. Et puis je te disais surtout qu'il fallait après l'articuler sur le domaine de l'apprentissage, parce que nous, tout ce qu'on va faire, tout ce qui va venir des autres disciplines, en vérité, on n'a qu'un objectif, c'est l'apprentissage. Donc là, on va le combiner avec des éléments d'éducation que sont la formation. Une formation, c'est construit avec des objectifs, une progression pédagogique, une analyse de besoins, des évaluations. Donc ça, c'est les éléments conceptuels de la formation. On est aussi dans la même dimension dans le développement des compétences, ou des capacités tout au moins dans un premier temps, puis des compétences dans un deuxième temps. Donc tout ça va s'appuyer sur de la conception pédagogique. On est obligé d'avoir ces bases de conception pédagogique. Si on n'a pas cette dorsale pédagogique, tout s'écroule, quoi. C'est la colonne vertébrale, c'est la pédale en vérité. C'est là où je veux aller. On dit bien dans la définition atteindre les objectifs visés. C'est pas se promener, faire une expérience. C'est pas une balade, quoi. C'est une balade organisée, quoi, on va dire. Voilà. De quoi je peux te parler? Oui, après tout ce qui est de la dimension des psychologies cognitives. Donc là, on va énormément jouer sur tout ce qui va être la capacité d'apprendre à apprendre, tout ce qui est l'analyse réflexive, tout ce qui est la capacité de donner du sens et de faire dire le sens qu'ont les choses pour que les gens conscientisent. Donc là, on s'appuie sur de la psychologie cognitive. On est obligé aussi de parler d'apprentissage par l'expérience. Là, on va utiliser les notions de zone proximale de développement, la ZPD. On va travailler sur des dimensions d'apprentissage vicariant. On s'appuie sur des théories de l'apprentissage, et notamment des sciences de l'éducation. On va beaucoup s'appuyer dans les cas qu'on évoque ici, dans tout ce qui est constructivisme, socio-constructivisme, qui sont des courants pédagogiques qui influencent énormément notre stratégie pédagogique. Et puis, il y a un petit peu les nouveaux rentrants, là, qui sont les neurosciences, où on va utiliser, nous, les neurosciences. Quel exemple je pourrais donner? Moi, je vais utiliser ça notamment dans tout ce qu'on a dans la capacité de mémorisation. C'est très important, il faut mémoriser. Donc là, on va appliquer des principes qui consistent à faire des itérations permanentes, de rappeler sans arrêt, à plus ou moins longue échéance, un jour, 3 jours, une semaine, 3 semaines, un mois, 3 mois, de faire des rappels permanents de ce qui a été appris. Et d'ailleurs, on a une mise en... je te donne un exemple d'une mise en pratique. Lorsqu'on fait un cours sur une journée, par exemple, on ne fait pas l'évaluation le soir même, parce que là, on sait qu'on est dans une dimension de mémoire court terme.
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la mémorisation à moyen long terme. Donc, on va attendre que la nuit vienne passer dessus. On sait que la nuit, dans le transfert de la mémorisation court terme, cette mémoire de travail nous emmène vers du moyen long terme. Et le lendemain, par contre, moi je fais ça sous forme, j'appelle ça une petite revue de presse. Il faut une revue de presse des apprentissages de la veille, quoi. Et chacun leur tour, hein, ils viennent, il y a une table de bar là, ils se mettent et puis ils nous parlent du sujet de la veille. Et c'est intéressant parce qu'il y a 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions derrière. Et du coup, les questions qui sont générées permettent, moi, en tant que formateur, de voir si ce qui est assimilé correctement, c'est correct, et puis de remédier très rapidement et de remettre un peu tout le monde dans l'axe si des fois il y avait des trous dans la raquette, quoi. Voilà. Alors évidemment, quand je te raconte tout ça, ça a l'air un peu complexe là, mais dans la réalité, en vérité, la réalité de la mise en expérience, bah, si on est centré sur l'apprenant, il y a tout qui s'aligne assez facilement, de façon assez fluide. Bon, par contre, on est obligé de suivre une méthodologie de conception précise et propre au LXD quand même. Voilà un peu. Et oui, bah, il faut quand même, oui, effectivement, une ligne Oui, bah directrice, oui. effectivement. Mais alors, du coup, là, ce que j'ai envie de te demander maintenant, c'est est-ce qu'il y a des avantages? Quels sont ces avantages à intégrer ce fameux LXD dans mes formations? Bah, je suis content que tu me poses la question sur les avantages parce que du coup, en vrai, moi, j'y vois que des avantages. J'y vois pas d'inconvénients. J'y vois peut-être des petites problématiques des fois, mais j'y vois pas d'inconvénients. Et dans les avantages, la première chose, c'est que la formation, elle est construite pour ceux qui la suivent et pas pour celui qui l'écrit. Donc du coup, quand tu n'es plus dans cette dimension-là, en tant que concepteur, c'est une vraie libération, quoi. On a une centration, si la centration est réelle sur l'apprenant, le formateur va se dégager de ses problèmes à lui. Ses problèmes à lui de conception, c'est qu'est-ce que je vais utiliser comme LMS, comment je vais faire pour détourer le fond de cette image, comment je vais créer ceci, cela, bref, toutes les questions qui vont se poser. Mais en vérité, c'est comment je vais réussir, moi, en tant que formateur, à faire la formation. Cette centration-là qui est présente au départ. Et cette centration-là, normalement, on doit l'avoir quand on est en phase d'apprentissage. C'est-à-dire que quand l'ingénieur pédagogique, le concepteur pédagogique, formateur ou formatrice suit sa formation initiale, il est dans ce questionnement, puisqu'en vérité, il se demande comment lui va faire. Et ça, c'est ce point-là qui est fondamental pour lui. Il n'est pas du tout centré sur l'autre. Et moi, j'ai pu observer que ceux qui avaient le plus de difficultés, c'est ceux qui étaient plus dans la résistance, dans le lâcher-prise de je m'occupe pas de moi, je m'occupe des autres. C'est très compliqué quand on est en formation, parce qu'on a des objectifs personnels. Et du coup, moi, je leur dis sans arrêt, non mais, et l'apprenant, mets-toi à la place de l'apprenant, fais comme si tu étais l'apprenant. Et si tu étais l'apprenant. Et automatiquement, on voit là une vraie évolution dans ce qu'il propose, puisque au bout d'un moment, ils n'ont pas peur de mal faire ou pas de réussir ou pas de faire un truc sympa. Ils ont la certitude de réussir à faire quelque chose pour les autres. Et ça c'est l'avantage que va donner le LXD, c'est-à-dire on va tranquillement avoir une centration réelle sur l'apprenant. Un autre avantage que moi je vois, c'est la participation des apprenants. Moi, j'en peux pas des formations où le formateur il est tout seul là, à balancer ses slides. Tu sais, il fait sa vie de solo là, et puis tout le monde le regarde. Enfin, de toute façon, il y a ceux qui s'ennuient qui ont déjà compris, et ceux qui s'endorment qui comprennent rien. Donc du coup, ça sert à rien de faire ça, quoi. Ce qui compte, c'est que les gens interagissent, c'est qu'ils participent, c'est qu'il y ait des interactions. Moi, je pose une question. Je pose que des questions. Quand ils me posent une question, je réponds par une question. Ce qui m'intéresse, c'est eux, c'est leur participation, leur réaction à eux. Je veux qu'ils interagissent entre eux, qu'ils viennent me poser des questions. Pourquoi ? Parce que, comme je disais au début, quand je faisais ma formation d'FPA, j'essayais en gros d'amener plein de réponses, mais seulement j'amenais des réponses à des questions qui ne se posent pas. Donc dans le pire des cas, ils comprennent rien, et puis ou sinon, ça leur met la pagaille parce qu'ils n'avaient pas pensé à ce nouvel élément, quoi. Donc là, l'interaction, la participation, ça permet au formateur d'être dégagé de cet apport de contenu où c'est lui qui est mobilisé et d'être à l'écoute, de répondre aux questions que les gens se posent.
Et ça, c'est génial. Et bien souvent, petite parenthèse avec les formateurs, souvent ils me disent oui, mais tu crois que nous, si on suit pas vraiment le cours qu'on a prévu, je dis franchement, dans ton métier, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu sais pas répondre? Bah, il y en a peu déjà. Et puis même, alors tu sais pas répondre, qu'est-ce qui se passe? Bah, je te répondrai demain. Hein. Voilà, la vie s'arrête pas. Voilà, moi, quand on me pose une question que je sais pas répondre, je dis que je sais pas répondre. Hein. Je sais pas tout répondre. Hein. C'est comme ça. Et oui. Donc, tu vois, on a vraiment cette participation et ces interactions qui sont importantes. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Quand ils interagissent, ils sont libres un peu, et ça les met en confiance. Et du coup, ils s'engagent plus et ils interagissent plus. C'est un espèce de cercle vertueux là. Voilà, donc Oui. ça c'est super intéressant. Et puis tu as la possibilité, comme avantage, moi j'adore co-construire avec les apprenants. C'est une de mes marottes, ça. J'en ai chacun un autre truc. Moi j'aime bien 2, 3, 4, 5 fois sur un parcours leur dire tiens, ben aujourd'hui les objectifs c'est ça, ce qu'on veut savoir faire c'est ça, et si vous me construisiez la formation que vous allez nous montrer, vous allez nous enseigner ça. Incroyable comment ils s'impliquent. Ouais. Ah ouais, comment ils s'organisent d'abord, comment ils s'impliquent, et l'efficacité du truc quoi. Je t'assure qu'à chaque fois ils pensent à des trucs auxquels moi j'ai pas pensé. Hein. Et je suis tout content parce que moi du coup je me pose toujours la question qu'est-ce que j'ai appris moi en tant que formateur aujourd'hui. Bah là j'ai des choses à raconter le soir, hein. Je suis content. Donc voilà, ça, ces engagements, la confiance, la participation, les interactions, tout ce dont je parle là, ça, c'est des avantages énormes, quoi. Et puis nous, ce qu'on a remarqué sur un dispositif comme la grande école du numérique, pas de prérequis académiques, euh, des gens qui sont totalement éloignés de l'apprentissage. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, réussite aux examens, 96%, quoi. À bac plus 2 pour des gens qui n'ont rien, qui ont rien. Et c'est vraiment génial, quoi. Ça réussit. Nous, le but, il faut quand même penser qu'on a des financeurs derrière. Nous, ils nous payent pas pour qu'on s'amuse, quoi. Hein. Ils nous payent pour que les gens au bout, ils aient un boulot. Hein. Donc, nous, notre objectif, c'est qu'ils aient un boulot. Et on les met dans une situation de faire le job, quoi. Tu vois. On est dans le boulot, en vrai. On n'a pas, on a cassé avec le LXD la distorsion qu'il y a entre l'espace d'apprentissage et l'espace de travail professionnel. Ou des fois, purée, c'est compliqué, hein, ça ressemble pas à la vraie vie. Hein. Ah ben si, chez nous, c'est la vraie vie. C'est ça qui est important. Quoi. Et puis, je sais pas si tu le sens, je suis un peu exalté quand j'en parle, mais c'est le bonheur de former dans ces contextes. Quoi. Tous les matins, tu as une histoire nouvelle. Quoi. T'es pas là avec virgule, point d'exclamation. Tu arrives, tu fais bon, ben aujourd'hui, on fait ça, c'est parti. Voilà les pistes, voilà comment on va organiser. Allez, on fait ça, on fait ça. Et puis, du coup, nous, en tant que formateurs, la vision, elle change totalement. On n'est plus des profs. Et du coup, ça leur évite les mauvais souvenirs de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Et puis, ça a un autre avantage, c'est en vérité, tout le monde participe à l'apprentissage de tout le monde. On s'apprend les uns les autres. Hein, et par exemple, souvent les formateurs, ils me disent ouais, non mais moi quand je prépare une activité, tu sais, du coup il y en a qui vont aller vite, ils vont s'ennuyer, puis il y en a d'autres qui vont pas avancer. Comment je vais faire? Bon, bah j'ai déjà ceux qui vont vite, ils vont pas s'ennuyer, c'est réglé. Et maintenant, il faut se concentrer sur ceux qui vont moins vite. Et du coup, en tant que formateur, dans une expérience d'apprentissage, tu vas pouvoir demander aux autres apprenants de venir imaginer d'autres situations d'apprentissage pour que les gens réapprennent. Parce que moi, je me dis que quelqu'un qui n'a pas compris un truc que je lui explique pour la 5e fois, si je lui explique 5 fois pareil, il va 5 fois, il va pas comprendre. Hein. Alors que là, d'un seul coup, tu as un apprenant qui vient, qui a une autre vision, une autre idée. Tu vas dire, ah, mais il faut faire comme ça. Moi, tu vois, regarde. Eh ben, ça marche. Eh ben, ça marche. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce encore ceux qui enseignent, parce qu'enseigner, ben, là, je suis bien placé pour le savoir, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et du coup, ça permet à tout le groupe de garder un niveau homogène et le niveau global s'élève. C'est ça qui est important. Et du coup, il y a beaucoup plus de cohésion dans le groupe. Il n'y a pas de gens qui remorquent. Il y a vraiment des gens qui participent à leur niveau. Et on est tous très bienveillants. On comprend qu'il y a des gens qui viennent de plus loin, qui n'ont pas. Enfin, nous, on le voit bien sur les devs. Hein, on en a qui n'ont jamais vu une ligne de code. Et puis, il y a ceux qui le font parce qu'ils aiment ça depuis 10 ans. On comprend bien qu'il y a des écarts. Là. L'hétérogénéité du groupe, elle est fantastique. Ouais, mais du coup, quand on redonne la possibilité à ceux qui savent un peu plus d'expliquer aux autres, ça leur permet de consolider leur apprentissage à eux, leur connaissance.
et ça aide. Et franchement, pour le formateur aussi, ça lui permet de se consacrer, lui, sur 1 ou 2 ou 3 personnes et de savoir que les autres ne sont pas à l'abandon. Donc, il n'y a que des avantages à intégrer le LXD dans ses formations. Voilà, je l'ai dit. Et c'est clair. Effectivement. Alors, OK, j'ai bien compris les avantages, mais tu aurais des exemples concrets quand même où tu aurais mis en situation, avec succès ce fameux LXD? Oui, bien sûr, puisque moi, j'utilise que ça, en vrai. J'utilise rien d'autre, hein. J'utilise que de la méthodologie par expérimentation, hein, de l'expérience, vivre une expérience. Mmh. La première, donc, j'en ai parlé au début, c'était la formation FPA. Donc, pour reprendre, je revenais avec tous mes contenus, j'alignais des contenus toute la journée, enfin, j'intéressais personne, j'étais épuisé, eux, ils étaient gavés. Donc, du coup, là, très très vite, ça a duré quoi, 8 jours, hein. Je m'interroge et je me dis, bon, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est quoi ce métier là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, pareil, déclic, hein. Alors, je me souviens pas le détail, hein, quand c'est que ça s'est décliqué, hein. Mais je me dis, bah oui, ça y est, je sais, il faut que. Voilà, je vais leur proposer un truc. Je vais leur demander à chacun de construire un centre de formation qui s'appellera les As de la formation. Et donc, du coup, c'est quoi cette histoire? Eh ben, écoute, c'est pas compliqué. Je me suis dit, j'ai 50% des gens dans le groupe qui veulent être indépendants, qui veulent construire leur centre de formation, et j'en ai à peu près 50% qui veulent travailler en centre. C'est à peu près les stats qu'on avait. Bon, ben, je me dis, voilà, je leur explique. Donc, vous allez vous créer un centre de formation qui s'appellera les As de la formation. Ben, c'est quoi se créer un centre de formation? Ben, c'est apprendre toute la partie administrative, juridique autour de la formation, hein, tout ce qui est la réglementation, Calliope, etc. Vous allez donc créer des formations, les construire, les animer, les vendre, parce qu'il faut quand même les vendre, hein. Alors ça, c'est pas trop prévu dans le FPA, mais moi je me dis quand même que tant qu'à mourir, autant pas mourir de faim quand on est FPA. Et donc, vous allez pouvoir les vendre soit à vos clients, si vous êtes centre de formation, soit à des centres de formation. Donc, vous allez vous apprendre quelques techniques de marketing aussi pour vendre vos formations. Résultat des courses, j'ai un apprentissage qui se fait. Alors, pour moi, c'est un peu plus, comment dire, un peu plus prégnant, hein. Je suis un peu plus impliqué parce qu'au lieu d'avoir un truc que moi, je leur raconte une seule histoire, là, je suis confronté en moyenne entre 10, 12, 14 histoires différentes où ils créent leur centre de formation. Mais ça pose pas réellement de problème parce que moi, en gros, que le mec qui soit peintre ou qui soit, je sais pas, comptable, franchement, la dimension pédagogique, c'est la même, quoi. Et moi, je l'assiste dans la dimension pédagogique. Donc, du coup, j'ai aucune difficulté à venir m'immerger dans les différents univers. Et du coup, ils construisent chacun leur centre de formation. Alors du coup, tu penses bien que l'implication, là, elle est énorme. Ah bah oui, mais attends, oui, parce qu'à la sortie, tu vas manger, tu as des trucs à vendre. Donc déjà, c'est vachement bien, parce que t'es pas à te dire, oui, bah je verrai plus tard, et quand tu as fini ta formation, bah ok, tu as appris des trucs, mais en vérité, tu les as jamais testés. Donc du coup, il démarre dans cette dimension-là. Et ben écoute, ça se passe super bien, puisque je fais des scores sur les FPA pratiquement à 100% hein, à chaque fois, hein. Oui. Puisque ils sont tout de suite opérationnels. Un signe qui trompe pas, c'est que systématiquement les centres où j'interviens, où je forme les FPA, embauchent la moitié des effectifs à chaque fois. Donc clairement, ce sont des gens qui savent faire. Voilà, l'idée, c'est ça, ils savent faire. C'est des professionnels, ils savent faire parce qu'ils ont déjà été confrontés. Ça, c'était la première expérience, c'était en 2015. En 2018, après, je suis confronté à cette demande de créer la grande école du numérique. Là, la grande école du numérique, c'est cette difficulté que j'ai à pas connaître les métiers. Et en partant d'un dispositif d'accompagnement et uniquement d'accompagnement, c'est-à-dire automatiquement centré sur la personne, avec des dimensions d'individualisation, de personnalisation qui ne sont pas tout à fait la même chose, mais ça on pourra en parler un jour si vous voulez. Et là, je suis dans l'obligation de construire un dispositif de formation qui a 4 métiers et, euh, et c'est vraiment cette organisation autour de l'apprenant qui me permet, à travers la conception de l'agence de com, de faire en sorte qu'ils apprennent dans de super conditions et qu'ils réussissent. Donc ça, c'était vraiment ça, c'est vraiment le développement optimal parce que là, j'étais confronté à tout ce que je pouvais avoir. J'étais dans des situations
de formation synchrone, en présentiel, en distanciel, asynchrone, puisque comme je formais des gens sur le digital, moi, dès 2018, je me suis dit, quand je vais la concevoir, il faut que les gens, en tant que développeurs web, ils puissent travailler en mode remote, à distance. Donc, on avait déjà intégré, nous, des systèmes et des stratégies de travail à distance avec des classes virtuelles. Quand arrive le Covid, mon chef me dit purée, c'est formidable, t'avais tout prévu. Moi, j'avais rien prévu en vrai, hein. J'avais juste intégré une dimension de travail à distance qui était présente dans ces métiers et on l'utilisait au quotidien, nous, dans notre dispositif, ce qui fait que d'avoir vécu cette expérience, nous, le passage en total distanciel au mois de mars, là, sur la première crise Covid, aucun impact, aucun effet sur notre enseignement, quoi. On est passé, au lieu de passer à 30 ou 40% de distanciel, on est passé à 100%. Et du coup, on est resté très concentré sur l'accompagnement et sur les personnes. Chacun de nous, formateurs, avait 3-4 personnes avec qui il avait des relations quotidiennes où il fallait vraiment qu'on aille travailler ensemble, etc., etc. Mais toujours une hypercentration, aucune baisse de résultats sur les années Covid, quoi. On a toujours eu les mêmes implications. Attention, j'attire le fait aussi qu'on est sur des publics dont le métier est d'utiliser le digital, hein. C'était pas des maçons non plus, hein. Donc faut relativiser quand même un peu. Voilà, ça c'était la grande école du numérique. Là, je parle de très gros dispositifs, mais il y a aussi eu tout ce qui est des petits éléments, des petites expériences très faciles à mettre en œuvre. Par exemple, moi, j'enseignais aux développeurs et aux web designers ce qu'était la méthode Scrum, qui est une méthode agile de conception. Et du coup, pour faire ça, je les ai immergés dans un contexte de la Casa de Papel, ou pour qu'ils comprennent le rôle de chacun, les missions et comment on s'organisait, tout ce qui était itératif et tout ce qu'il fallait faire dans le Scrum. Je leur ai dit, voilà, notre boulot, c'est d'attaquer la banque, on est la Casa des Papel et on va mettre ça en place à travers cette représentation. Alors, là, ce qui était intéressant, c'est de reprendre un élément conceptuel que tout le monde connaît, quoi, hein. La Casa de Papel, tout le monde était dessus, quoi, hein. Voilà, quoi. Donc, l'idée, elle est venue très vite, hein, là. Elle est venue en regardant la Casa de Papel, hein. Et à un moment donné, ils discutaient, ouais, les gars, il me faudrait 2 perceurs de plus. Là, ouais, nous, c'est pareil, hein, il faut renforcer l'équipe de dev. Donc, on y va. Donc, les liens se sont faits très, très vite. Un apprentissage extraordinaire. Aucun effort pour moi pour enseigner. Ils ont appris, quoi. Voilà. Après, si, il y a quelque chose dont il faut que je vous parle. Sur le dispositif d'infographiste, au début de l'apprentissage, entre guillemets, on essaie de faire en sorte qu'ils aient une représentation et qu'ils aient tous la même de ce qu'est l'infographie, comment ça se fait, à quoi ça sert et comment on le fait. Et du coup, là, j'ai eu une idée, j'ai proposé que, bon, le premier matin, il y avait les éléments clés qui étaient les éléments de l'infographie, qui consistent à dire qu'on va utiliser des images, des textes et puis des couleurs pour porter un message, pour que les gens retiennent un message et pour qu'ils ancrent le message. Donc, une fois qu'on a eu expliqué ça, on leur a dit, écoutez, cet après-midi, vous avez quartier libre, vous prenez vos appareils photo, vos smartphones, et vous allez nous relever dans la vie de tous les jours, dans la ville, partout, 10 éléments qui mobilisent de l'infographie. Là, déjà, ils se sont posé la question de savoir s'il fallait revenir. Non, je n'avais pas besoin de revenir. Vous êtes grand, vous allez faire votre truc, et puis demain matin, on récupère tous vos éléments, toutes vos photos, on fout ça sur un grand Padlet, et on commente, et on y va. Ils ont joué le jeu, hein, ils ont été chercher, ils ont tout photographié, puis du coup, le lendemain, quand on les interroge, la représentation, c'est quoi? Écoute, il y en a partout. Ça transmet des messages partout, dans tous les formats, dans toutes les dimensions, à tous les endroits. Donc l'infographie, c'est quelque chose qui est fondamental et super important dans notre vie de tous les jours. Eh bien, cette demi-journée-là, elle a été transcendante pour les apprenants. Tout au long de l'année, ça les a portés dans leurs apprentissages, parce que l'apprentissage n'est pas une courbe régulière, hein. Il y a des moments où on est moins bon, on est meilleur, on est moins motivé, plus motivé. Eh ben, ils ont toujours gardé, nous, on s'est toujours appuyé sur le fait que, ouais, mais quand même, c'est vachement important ce que tu fais, c'est un métier important. Tu vas pouvoir, etc., donner ça a de la valeur ce que tu fais. Et du coup, ça les a portés. On s'est vraiment rendu compte, nous, que par rapport à l'année d'avant où on n'avait pas fait cet exercice, cette expérience-là, entre guillemets, ça a été plus simple, quoi. Ça a été plus facile parce que les représentations étaient bien posées dès le départ, quoi. Voilà un petit peu
Voilà un petit peu l'idée des expériences que je pouvais te raconter un peu. Oui. Bah, merci, c'est toujours intéressant. Bon, après, j'en ai plein d'autres, hein, mais ça, si des gens veulent savoir, ils me demandent. Hein. Un petit article. Ouais. Alors justement, heu, du coup maintenant là tu nous donnes envie avec, ta conception, pédagogique en LXD, mais comment on peut se former rapidement Alors, Par comment on quels peut se moyens? former rapidement? Alors déjà, je pense qu'il y a un préambule, hein. Il faut quand même avoir des solides bases en ingénierie. C'est-à-dire, il faut être capable d'analyser une demande, de produire une note de cadrage, qui explique vraiment le besoin. Il faut être capable de déterminer, des objectifs, de bien les écrire et de concevoir une progression pédagogique. Ça, les bases de la conception pédagogique ne sont pas, on peut pas s'en passer. Si on n'y va pas, ou si on les a pas, le problème après, c'est qu'on va construire des choses. Je vois ça il y a pas très longtemps, j'ai vu ça là dans une école de commerce. Ah, ils font des escape games. Mais non, non, ils s'amusent un moment, mais il y a aucune conception pédagogique, ça sert à rien quoi. En gros, enfin, ils leur montrent où sont les toilettes et la bouffe quoi. Ouais, ça aussi, il faut arrêter de se la raconter quoi. Non, c'est pas des expériences, il y a pas de pédagogie derrière. C'est pas une expérience d'apprentissage. C'est un bon moment, on s'est amusé. Voilà, faut appeler un chat un chat. Mmh. Donc ça déjà, déjà bien avoir de bonnes structures pédagogiques, ça c'est important. Après, bah écoute, comme tout le monde, tu vas regarder sur Internet. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à découvrir. Tu peux aller regarder ce que c'est le LXD. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, le LXD, le problème qu'il y a, c'est que c'est Learning Experience Design, or designer pour ceux qui veulent le devenir. Et évidemment, la littérature anglaise est assez fournie, mais la littérature française, beaucoup moins. Donc du coup, moi je me suis dit, je vais créer un blog dédié au LXD où je partage justement ces éléments, qu'est-ce que c'est, quels sont les outils, comment on les met en œuvre, etc. Donc c'est un blog, le blog LXD. Euh, Après, on a la même chose sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou LinkedIn. Hein, on n'a pas une littérature en français qui est très, très ouverte. Donc là, pareil, même idée, hein, j'ai ouvert un groupe Facebook. Mmh. Alors, le groupe Facebook, là, pour revenir à ce que je disais au début, il est réservé exclusivement aux gens qui ont déjà des compétences en ingénierie pédagogique. Parce que l'objectif de ce groupe, c'est pas d'être 5000, mais c'est d'avoir des gens qui ont des vraies pratiques et qui comprennent ce que les autres disent. C'est déjà important, ça. Oui. Avoir quand même bien cette dimension pédagogique. Et après, là, peut-être pour répondre rapidement, la question comment se former rapidement, Oui. j'ai créé un bootcamp qui s'appelle LXD Essentiel. Euh, et concrètement, ce bootcamp va permettre sur une période très courte de Mmh. construire et de co-construire avec moi une séquence de formation qui mobilise une ou des expériences d'apprentissage, de manière à ce que les gens euh, puissent venir sur ce bootcamp. Évidemment, c'est une expérience unique d'apprentissage, hein, parce que si c'est pas une expérience d'apprentissage, le bootcamp, ça sert à rien, quoi, ce que je propose. Voilà. Ça dure 3 semaines. La première et la troisième sont en distanciel. Et sur la deuxième semaine, on a 3 jours en immersion avec moi dans un cadre sublime pour co-construire l'expérience de l'apprenant et qu'il puisse repartir avec en fin de formation. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens viennent avec le contexte qu'ils connaissent et qu'on se concentre uniquement sur ce qui va être la dimension expérientielle. Comment on va transformer leur contenu pédagogique qui est de qualité en une véritable expérience d'apprentissage. Et pour ce faire, on va passer par toutes les étapes du conception du LXD. Hein, et surtout, on va le construire ensemble, le co-construire ensemble. Euh, alors, il y a cette formation, elle a un accompagnement qui est hyper individualisé pendant, mais aussi après le bootcamp. Hein, parce que moi, ce que je veux, c'est m'assurer de la réussite du projet. Je veux que la personne, sa séquence de formation, elle puisse la proposer, que ça soit réel, quoi. Qu'elle puisse la proposer, qu'on puisse débriefer ensemble. Donc, au-delà du bootcamp, il y a une espèce de LXD Family qui se crée où je reste, comme je l'ai toujours fait avec tous les FPA que je forme à leur demande,
j'interagis avec eux sur les éléments de conception dont ils auraient besoin tout au long de Oui. leur vie professionnelle. Voilà. Et du coup, un autre élément qui est important dans ce bootcamp, c'est que c'est hyper limité en nombre de places. Je suis pas là pour faire du scoring, quoi. Moi, je suis là pour accompagner les gens individuellement. Et puis, tous ceux qui accompagnent savent très bien que je peux pas accompagner 25 personnes sur 3 jours, c'est pas possible. Donc là, la limite, c'est maxi 2. J'ai eu tous les formats, hein. Maxi 6, pardon. J'ai eu Oui. 2, 4, 6, 3. C'est pas important, on réussit tout le temps en vérité, hein. Voilà, c'est super, important quoi, d'avoir cette proximité et que j'ai la possibilité, moi, à la fois de faire des feedbacks, mais de pouvoir réfléchir en même temps aux gens, aux situations d'apprentissage qu'on pourrait, proposer, quoi, voilà, un petit peu. Et je me dis, je répondrais à quoi? Quelle serait la demande d'un concepteur? Je me dis qu'en tant que concepteur, je veux concevoir des expériences d'apprentissage d'une manière centrée sur l'apprenant et axée sur les objectifs afin de permettre aux apprenants d'atteindre les résultats d'apprentissage souhaités. Ça, c'est le leitmotiv. Quand on vient, dans ce type de bootcamp, on repart avec ce résultat-là, quoi. C'est la promesse, c'est ça, quoi. Et oui. Elle est très opérationnelle en vrai, hein. C'est vraiment ça. Voilà un petit peu les éléments que je pouvais te donner sur Super. le bootcamp. Du coup, tu donnes envie là. Ouais, oui, oui. Donc, la question évidente après, comment on peut suivre ce bootcamp justement, LXD Essentiel? Eh ben, écoute, le mieux, je vais mettre en lien, si tu veux, je vais mettre sur l'article du podcast, je vais mettre le lien vers la présentation. Mmh. Et comme ça, les gens pourront regarder, puis ils ont la possibilité de me poser des questions. Oui, J'ai mis en place sur la page un élément interactif, toujours cette interaction où ils peuvent me poser en direct leurs questions. Et puis, bien après, quand on a ou quand ils ont les réponses à leurs questions, euh, je fais avec eux un entretien. Qui est l'entretien où entre guillemets je vais aussi décider et voir si la personne elle est capable de suivre le bootcamp, parce que si je me rends compte qu'il y a des défaillances d'un point de vue pédagogique ou et s'il y a oui. des choses qui sont pas bien calées, moi je veux pas que la personne elle perde ni du temps ni de l'argent. On n'a pas le temps, hein. Moi ce que je veux, c'est les gens ils viennent, c'est carré, c'est cadré, Mmh. ils récupèrent tout ce qu'ils ont à apprendre et ils repartent, ils ont réussi, quoi. Ce qui compte, c'est qu'ils réussissent, quoi. Moi, Et je oui. veux qu'ils viennent me rejoindre et puis qu'ensemble, on puisse concevoir leur meilleure expérience d'apprentissage pour leurs apprenants. Voilà un petit peu voilà ce que je veux. Et oui, oui, en fait, tu restes toi aussi, centré sur tes apprenants, Ouais, ouais, du il n'y a coup. pas d'autre solution à mon avis, hein, si je Et veux que oui, ce soit efficace, hein. super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Laurent. J'ai hâte de voir cette page. Je vous invite tous, à aller la visiter également. Bah écoute, merci Séverine en tout cas de t'être prêtée au jeu. Et puis à tous, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions sur le LXD, venez me les poser. Il n'y a pas de souci, on échangera. C'est un sujet qui me passionne et vous verrez en tant que concepteur pédagogique, vous avez que des avantages à venir apprendre ces nouvelles stratégies, à les déployer. Et puis vous serez que plus content de ce que vous proposez. À tous, je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt sur le podcast de la formation.